Ce qui m'amène à mon deuxième virage. Le virage, c'est le gommage de l'histoire. On en a déjà un petit peu parlé sur les médias quand je vous disais que souvent, quand il y a des grèves ou quand il y a des phénomènes, on ne nous présente pas du tout la genèse de qu'est-ce qui fait que les gens sont en grève, ou les gens sont fâchés, ou il y a des émeutes dans les banlieues, ou il y a des groupes sociaux qui s'énervent par-ci par-là. On ne parle pas souvent du pourquoi, mais on parle des conséquences que ça a pour les contemporains. Donc on vous présente toujours ça scénarisé du genre... oh, c'est une prise d'otage contre les gens qui prennent le train, par exemple, quand c'est des grèves de cheminots ou de SNCF. Et on ne nous précise pas pourquoi, en fait. La question qu'il faut poser, c'est pourquoi. Et après, la deuxième question, qui est une question morale, c'est est-ce que nous, dans la même situation qu'eux, est-ce qu'on ne trouverait pas ça légitime de faire cette grève? Mais souvent, on ne passe pas à cette question-là. On se dit juste, oh, mon train est annulé, ça m'énerve. Et on a une vision très parcellaire et très individualiste du processus. Alors le gommage de l'histoire, un exemple que je trouve assez frappant, c'est celui-ci. Je l'ai déjà dit 2 fois, c'est la découverte de l'Amérique, 1492, par Christophe Colomb, l'Italien Christophe Colomb. Alors il est italien, mais il fait la campagne pour la couronne d'Espagne. Alors dans les DVD, là j'avais un DVD qui s'appelait comme ça, Christophe Colomb découvre l'Amérique. En fait, si on voulait être un peu précis, quand on farfouille un petit peu, qu'on gratte un peu le dessous, on se rend compte qu'en fait des expéditions qui ont été voir le soi-disant continent américain, il y en a eu quelques-unes avant. Elles sont parfois sans source, parfois elles sont contestées, parfois les sources sont indirectes, mais il y en a quand même quelques-unes, je vous ai mis quelques noms. Il y a un Chinois qui s'appelle Cheng He, il y a Jean Cousin qui est suspecté, les frères Zeno, Erickson, et peut-être éventuellement même quelques Vikings auparavant. Donc si on voulait être très précis, on devrait se dire qu'il est assez vraisemblable que Christophe Colomb n'ait fait que redécouvrir l'Amérique. Mais après, si on était vraiment archi précis, et qu'on n'était pas européano-centré, en fait, ce n'est une découverte que pour les Européens, parce que ceux qui habitaient là-bas, ils y étaient déjà. Vous voyez, donc c'est voilà, typiquement un mot de type colonial, je trouve, la découverte de l'Amérique. Tant que ça n'existe pas pour l'œil du blanc, alors ça n'existe pas, si vous voulez. Mais les gens qui étaient là-bas depuis très longtemps, eux, ils ont pas eu l'impression d'être découverts, si vous voulez. Donc on devrait dire l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb. Et après, si on voulait être encore plus précis, ce n'est pas une arrivée gratuite, hein, comme vous avez pu le voir. Très très rapidement s'organiser la mise à sac du continent. Et on pourrait plutôt parler de conquête. Et éventuellement, on pourrait même parler de la conquête d'Abya Yala. Je ne sais pas si le mot Abya Yala est très clair pour vous. Et en fait, c'est un mot qui vient se substituer à Amérique. Il y a des groupes, notamment des groupes indiens, amérindiens, qui revendiquent d'arrêter d'appeler Amérique, Amérique. Je ne sais pas s'il faut le faire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la démarche n'est quand même pas idiote, parce que quand on regarde de près ce que c'est que Amérique, le mot Amérique, ça vient de Amerigo Vespucci, c'est dans la gamme des conquistadors de l'époque, ce nom a été attribué un peu de force par des Européens sur ce continent sur lequel existaient déjà des gens. Et alors il y a une campagne qui a été lancée en 92 par un leader qui s'appelle Takir Mamani, et qui disait que tous les peuples indigènes des Amériques devraient nommer leur terre d'origine Abya Yala, qui vient d'une langue qui s'appelle le Kunas, qui est parlée au Panama. Ça veut dire, semble-t-il, je ne parle pas le Kunas, donc je ne sais pas, mais c'est ce que me confirmaient des gens sur des forums panaméens, terre dans sa pleine maturité. Et il recommandait, Mamani, il recommandait d'utiliser ce terme-là dans leurs documents et leurs déclarations officielles, orales, partout où ils pouvaient. En argumentant comme ça, je vous dis, il disait « Placer des noms étrangers sur nos villes, nos cités et nos continents équivaut à assujettir notre identité à la volonté de nos envahisseurs et de leurs héritiers. » Je suis forcé d'admettre qu'il n'a pas tort. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à changer le nom d'Amérique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de se rappeler quand même que c'est un nom qui a été greffé par un oppresseur sur un continent, ça me parle. Je ne serais pas très content qu'on s'appelle encore Frankreich, si vous voulez. Je ne sais pas vous, mais je serais assez content de me débarrasser de ce mot vite, quoi. Voilà, un petit exemple. Le gommage de l'histoire, le problème, il se pose exactement comme pour les phénomènes sociaux qu'on voyait dans les médias la dernière fois. Non, je ne vais pas y passer trop de temps, mais je vous disais que si on n'a pas les racines des processus, on ne comprend pas grand-chose et on reste à la surface. On ne peut pas analyser les... Alors j'ai pris la métaphore du champignon, parce que je vous ai déjà raconté, quand je vous ai parlé de sexualité des champignons, que... Vous vous rappelez qu'on a parlé de sexualité des champignons, vite fait, hein, que les... Bon, je ne vais pas vous refaire le cours, mais les organes génitaux du champignon sont les trucs qui sortent, là. Mais le vrai champignon, l'être champignon, c'est tout le système mycélien qui est sous terre. Et qu'en fait, ça, ce sont ces organes génitaux qui sortent au moment de la reproduction, quoi. Donc quand on mange des champignons, en fait, on ne mange pas le champignon, on mange ces organes génitaux. Voilà. Et donc je vous disais que le corps du champignon est souterrain, et on ne le voit pas. Et si on ne voit pas ça, on ne peut pas comprendre en fait, l'être champignonesque qui est dessous. Sauf que si on ne comprend pas les racines du processus,
on n'a aucun moyen de le comprendre correctement. Je vous donne un exemple. George W. Bush en 2001 qui dit en gros, hein, les salauds, ils sont foncés dans nos tours, on va tous les buter. Voilà. Sans se poser la question même de savoir pourquoi ils ont fait ça, quand bien même on soit d'accord ou pas, c'est pas le problème. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à aller là-dedans? Non, analyser, c'est, comme disait récemment un ministre, vous vous rappelez peut-être, hein, expliquer, c'est un peu excuser, pas du tout. Expliquer, c'est comprendre les genèses des processus, et après, excuser, c'est une autre étape éventuelle. Donc, quand on est face à des phénomènes sans racines, en fait, c'est facile de se laisser faire avoir par des scénarisations, par des gens qui veulent vous bourrer le mou ou me bourrer le mou avec une idéologie cachée, quoi. Et on peut nous scénariser assez facilement les processus. Alors, je vous ai amené un exemple qui m'avait foutrement choqué en 2010. Parce que l'histoire d'Haïti, c'est une histoire que j'avais potassée, et qui est une des histoires les plus sordides que j'ai jamais pu étudier de ma vie. L'histoire d'Haïti, c'est une pauvre île qui était un miracle sur le plan financier, une terre où tout pousse, tout est génial, tout est fascinant. Tout ça pendant quelques dizaines d'années, on va dire, jusqu'à ce que les Européens, et en l'occurrence les Français, viennent y mettre le pied. Et alors en 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a eu un gros tremblement de terre qui a fait des dégâts absolument épouvantables. Et moi, ce qui m'a beaucoup mis en colère, c'est cette façon dont ont procédé pratiquement tous les médias que j'ai pu lire à ce moment-là. Le Figaro, par exemple, qui nous dit « Haïti », le titre c'est « Haïti, la malédiction ». Avec le tremblement de terre en Haïti, la nature semble s'acharner avec une terrible cruauté sur l'un des pays les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète. Et ça continue comme ça. Le Monde, le lendemain, « Haïti, la malédiction ». Oui, malédiction, c'est... Il y a un sort qui a été jeté par un sorcier, un truc qui se passe, quoi. Et c'est un pays dont la naissance sonnait comme une promesse universelle et qui semble depuis plus de 2 siècles condamné au malheur. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça me met en colère. Je ne sais pas si ça se voit de dehors, mais à quel point ça me met en colère. C'est vraiment presque... c'est un rapport à le rapport à l'histoire qui est présenté là est complètement frauduleux. Parce que Haïti n'est pas condamné au malheur. Ça, c'est la scénarisation qu'on veut bien nous faire croire maintenant. Haïti, au contraire, c'était une promesse. C'était absolument génial. Ça a juste été pillé, ratiboisé, mais à un point, c'est difficilement imaginable. Pour le coup, il faudrait revenir même sur l'histoire, ce que je ne peux pas faire maintenant complète sur Haïti, mais je vais vous donner quelques petites billes. Déjà, en titre de comparaison, commençons par ça. Haïti 2010, vous savez que les séismes, ça se mesure en magnitude de moments, donc c'est une échelle logarithmique, donc quand on change de 1, ça change pas, ça se démultiplie plus que ce qu'on pense. Donc je voulais juste comparer avec Fukushima, 2011, enfin, celui qui a eu lieu dans le Pacifique en face de Fukushima. Le moment de magnitude est un tout petit peu plus faible. Mais c'est quand même presque le même ordre de grandeur. Ce qui me marque, moi, là-dedans, c'est la différence absolument fondamentale entre le nombre de morts et de blessés dans les deux situations. Et quand on veut essayer de comprendre pourquoi, c'est pas l'amplitude qui explique la différence de mortalité et les drames qui s'en sont ensuis là-bas. C'est Haïti, c'est pauvre. Qui dit pauvre dit cabane pourrie, maison moisie, maison vétuste, pas de services de santé ou très peu de services publics, pas d'ambulance, tout le monde galère et tout. Et donc ce qui fait que vous mourrez beaucoup plus facilement et puis les maisons s'écroulent sur vous quand il y a un séisme. Alors quand vous êtes au Japon, il y a quand même pas mal de spécialistes de génie parasismique qui vous font des maisons et tout. Et s'il y a eu beaucoup de morts au Japon, c'est parce que c'est la vague qui a fait des morts, mais c'est pas le séisme en tant que tel. Ce qui fait qu'en fait, si les gens sont morts en Haïti, il serait rigoureux de dire qu'ils sont morts pas du fait du séisme, ils sont morts du fait de la pauvreté, quoi. C'est la pauvreté qui a été le paramètre qui a fait qu'ils sont morts, ces gens. Sauf qu'on nous fait croire que, dans Le Monde et le Figaro, que la pauvreté, c'est un problème de malédiction, quoi. Ils n'ont vraiment pas de bol. Oh là là, ils n'ont pas de bol. Hein. Pas de bol? Regardons de près l'histoire. Si un jour vous avez le temps, vous serez peut-être effaré comme j'ai pu l'être moi. Déjà, il y a eu une période de colonialisme absolument monstrueuse. Les Français sont arrivés, ont piller les richesses. On estime qu'on doit au moins la moitié de nos biens publics en ce moment, l'éclairage qu'on a, les sièges et tout, à peu près au pillage d'Haïti. C'est absolument monstrueux. On a rarement pillé plus un pays que ce pays-là. Ensuite, il y a eu une déclaration assez étonnante, la déclaration de la Première République noire. Peut-être certains savent que la Première République noire, c'est Haïti, un type qui s'est levé contre la France, qui s'appelait Toussaint Louverture, et qui s'est fait attraper et mettre en prison par Napoléon au prix d'un mensonge. Et quand le peuple haïtien a commencé vraiment à contester l'autorité de la tutelle de la France, regardez bien, il y a une ordonnance royale en 1825 qui a ordonné à Haïti de payer aux anciens colons français qui venaient de se faire jarter de l'île, de payer une indemnité. Et l'indemnité, quand elle était en francs or, quand on fait l'équivalent, c'est 17 milliards d'euros.
qu'ils ont dû payer pour compenser l'éviction des colons qui étaient sur place. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des régimes dictatoriaux qui se sont enchaînés les uns après les autres, tous cautionnés par les Français. Tous cautionnés par les Français. Et je pense que les plus anciens d'entre vous se rappellent des fameux Papa Doc et Pépé Doc et Bébé Doc, le fils, les fameux Duvalier, le régime Duvalier qui a occupé presque la moitié du XXe siècle. On estime qu'il y a eu à peu près 2 millions de dollars détournés. On estime qu'il y a une dette odieuse qui a été exercée sur eux. Enfin, c'est un régime, c'est l'exemple même de l'oppression impérialiste d'un pays, la France, sur... il y a eu un petit passage des États-Unis, mais très court. Il n'y a pas du tout de malédiction sur Haïti. Il y a des raisons à ça. C'est le colonialisme qui a pillé. C'est le colonialisme qui a pillé et qui, donc, pillé, fait que les gens sont pauvres. Et donc, quand il y a un drame sanitaire, eh ben, ils prennent cher, quoi. Donc parler de malédiction, on pourrait appeler ça, je pense, dans le jargon historien, une forme de négationnisme. C'est-à-dire on enlève complètement la genèse de ce qui a fait que ces gens sont dans un état de dénuement pareil. C'est pour ça que ça me fâche. Ça a tendance à me fâcher ce genre de choses. Ceci dit, l'histoire de Toussaint Louverture est très belle. Et je voulais juste vous dire que, je vous mets des références pour que vous puissiez aller lire si vous avez envie. Il y a une plaque à Grenoble, une plaque qui est cachée à Grenoble, qui rend hommage à Toussaint Louverture, donc le fondateur de la première république noire au monde. Elle a été posée en 2005. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait où elle est? Je vous jure, elle est dans un recoin, il faut vraiment la chercher. Quand vous rentrez, quand vous passez derrière les bulles, le démarrage des bulles, et que vous rentrez près du jardin de ville, là, que vous allez arriver presque sur la place du tribunal, juste avant, il y a l'entrée vers le jardin de ville, vers l'ancienne mairie, l'annexe de la mairie. Quand vous passez cette porte, et les grosses portes en bois, vous contournez la porte de gauche, là, elle est juste derrière, cachée. Là, et il y a une belle plaque, je vous l'ai mise en photo. C'est une façon de rendre hommage. Vous savez qu'il y a beaucoup de Haïtiens qui réclament qu'on leur rembourse ce qu'on leur a fait payer, en 1825. On leur doit au moins cette plaque. On leur doit au moins de faire connaître cette plaque. Les gommages de l'histoire, toujours. Les événements incompréhensibles sans les racines, je vous l'ai déjà dit, facile à scénariser. Donc on fait croire que quand il y a une lutte sociale qui naît, eh ben, elle naît de rien. C'est une colère paysanne, mais on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, certains même ont dit que certaines colères paysannes venaient de l'ergot de seigle, de parasites du seigle qui les faisaient triper. Ça permet de ne pas parler de la colère populaire et de la pauvreté potentielle des gens qui les pousseraient à se révolter parfois. Et donc, quand c'est ex nihilo et qu'il y a un personnage qui prend le leadership d'une lutte ou qui fait une réforme bien particulière, on donne l'impression, en écrivant l'histoire, que c'est un grand homme, c'est souvent un homme d'ailleurs, un grand homme ou une seule personne ou une liste de grands hommes qui font l'histoire. Alors que généralement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il y a plein de petites gens en fait, qui poussent dans une certaine direction, et arrive quelqu'un qui va poser le nom sur l'édit ou sur le texte de loi qui sort, mais il y a toujours une masse de gens derrière qui poussent. Et quand on met un grand nom, ben en fait, on gomme les mini-noms, les dizaines de milliers de mini-noms qu'il y a derrière. Et on gomme comme ça les mouvements populaires. C'est ce qui fait que quand on apprend l'histoire, comme je l'ai appris moi à l'école, bah, je vous dis, je connaissais la liste à un moment, je connaissais tous les rois par cœur, à la suite, je connaissais tous les grands personnages, quoi, les grands Clovis, les Vercingétorix et tout, mais qui étaient les gens qui luttaient, quoi. Toussaint Louverture, j'ai découvert ça, j'avais 35 ans. Moi, vous découvrez ça à 20 ans, vous avez de la chance. Moi, j'ai mis 35 ans avant de découvrir ce genre de lutte populaire. Parce qu'elles ne nous sont pas racontées. Elles ne nous sont pas racontées dans nos bouquins d'histoire, à l'école, mais elles ne nous sont pas racontées non plus à la télévision. Quand vous prenez des historiens autoproclamé comme Stéphane Bern, par exemple. Stéphane Bern, il va vous présenter l'histoire des grands personnages. Il ne vous parle pas des masses populaires, il vous parle toujours des grands rois, des grandes princesses. Il adore ça, il adore les... Vous avez déjà vu, je ne parle pas dans le vide, là, vous voyez Stéphane Bern, vous avez déjà vu, non? Catherine de Médicis, les histoires de cul entre... Bon, voilà, Stéphane Bern, voilà. C'est pas le seul. Laurent Deutsch, c'est exactement pareil. Laurent Deutsch, il estime que les rois de France ont tout fait. Et d'ailleurs, il défend une position qui est assez royaliste, assumée. Il dit que, je parle sous le contrôle de mon collègue ici, parce qu'il est un peu spécialiste de cette question. Il a fouillé et fouillé en long en large Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, il vous dit que l'histoire de France s'est arrêtée le jour où on a décapité Louis XVI. Pour lui, c'est un drame. Il faudrait revenir à ça. Et il y a des hommes politiques, d'ailleurs, qui revendiquent ce genre de choses aussi. D'ailleurs, des gens se sont mis à dénoncer ce genre de choses en disant qu'en fait, en entretenant l'idée qu'il y ait des grands noms, ben en fait, on gomme les petits et on entretient une histoire qui est une sorte de roman national fait avec que des grands rois, avec que des grands personnages.
Et ils ont élaboré une notion qui est inspirée des fameux chiens de garde dont je vous ai déjà parlé dans les médias. Ils ont inventé la notion d'historien de garde, des gens qui sont des gardiens du temple, si vous voulez, des gardiens d'une histoire officielle avec des grands noms et tout ce qu'on doit au roi et tout ce qu'on doit aux colonies, etc. Et donc ils épluchent dedans Laurent Deutsch, Patrick Buisson, un peu Stéphane Bern, vite fait, Max Gallo, des gens comme ça. Ça s'appelle Les historiens de garde, c'est très très bien. En plus, ils étaient étudiants ou tout juste à la fin de leurs études quand ils ont fait ce bouquin, et qui est plutôt intéressant. Je vous recommande chaudement et je le laisserai là à compulser si vous avez envie. Voilà, facile à scénariser. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand c'est facile à scénariser, prenez un drame terroriste. On en a déjà parlé, hein, mais tant pis, je remets une louche dessus parce que c'est tellement important dans notre période. Eh ben, on peut faire comme George W. Bush, on peut faire comme Poutine faisait avec la Tchétchénie ou les Ossètes du Nord. Il disait les terroristes, il faut tous les tuer. S'il le faut, je les traque. Poutine, texto. Hein. S'il faut même les traquer jusqu'aux toilettes, jusqu'aux chiottes et les buter dans les chiottes, on les butera dans les chiottes. Mais pas de raisonnement du tout sur la genèse de qu'est-ce qui fait que ces gens sont énervés. Pas du tout, quoi. Donc on peut facilement faire croire à la population que tel groupe comme les Tchétchènes, ou tel groupe comme les Algériens dans les années 55-60, ou tel groupe comme les jeunes de banlieue de maintenant, sont des crétins décérébrés qu'il va falloir annihiler et punir, sans jamais se poser la question de la genèse de pourquoi ils sont dans un état pareil. Ça va? Je vous perds pas, c'est bon. On appelle ça l'essentialisme greffé à une caractéristique particulière à un groupe social. C'est très propice à ça quand on ne connaît pas du tout l'histoire. On se dit, ah, bah, les terroristes, vous voyez, ou les musulmans, ils sont fous, ils sont méchants, ils sont embrigadés. C'est le genre de lecture qu'on a essayé de nous greffer à nous, en venant nous voir, vu qu'on bosse sur les dérives sectaires, on nous a dit, ah, vous bossez sur les dérives sectaires? Ben, vous ne voulez pas venir bosser sur les terroristes, parce que, quand même, vraiment, ils sont dans des dérives sectaires très graves. Puis quand on regarde les faits, on se rend compte que la dérive sectaire vient permettre de mettre une explication simple, facile, pathologisante, si vous voulez, sur un processus qui est beaucoup plus compliqué et qui prend cœur dans la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ces gens se sentent aussi exclus de notre société? Qu'est-ce qui fait que ces gens issus d'une immigration forcée ouvrière qu'on a fait au début du XXe siècle se retrouvent encore maintenant dans des sortes de ghettos, des ghettos qui se ressemblent tous plus ou moins, que vous alliez à la Courneuve, vous alliez ici à Mistral ou à je sais pas où, ça donne à peu près le même genre de milieu, quoi. Il y a une sorte de cohérence dans cette espèce d'urbanisme qui est de type... je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte d'urbanisme raciste qui perdure encore en France, quoi. Et quand on greffe la grille de lecture dérive sectaire, en fait, on évite de se poser la question dans quelle mesure le gouvernement français est-il responsable de ces colères-là? Dans quelle mesure? Peut-être un peu, peut-être beaucoup, mais n'empêche, on ne se pose même plus cette question. Et quand vous discutez, vous écoutez les témoignages des gens qui sont radicalisés, comme on dit, généralement, ils vous parlent de l'impérialisme français et des interventions militaires. Vous savez, celles dont on a déjà parlé ici, quand on a parlé de la Libye, de la Côte d'Ivoire vite fait, on a parlé de quelques cas comme ça. Il y a une dénonciation d'une politique extérieure qui, parfois, me semble assez juste. Ça ne veut pas dire que j'en tirerai les mêmes conclusions qu'eux au point d'aller rouler sur des gens, promenade des Anglais ou tirer sur du monde ou sur des journalistes, hein. Mais n'empêche qu'on ne peut pas gommer la genèse de cette colère. De toute façon, si on gomme la genèse de cette colère, eh ben, y en aura d'autres qui vont la suivre, cette même colère, si vous voulez. Donc le robinet continuera à couler, donc on aura beau punir les gens qu'on aura attrapés, et on les mettra en prison et on les redressera, ben, y aura toujours des flots entiers derrière. Donc il va bien falloir se poser la question de la genèse. Et à mon avis, le gouvernement français, dans sa politique extérieure et intérieure, a une responsabilité. Nous avons une responsabilité collective vis-à-vis de ça. Le problème n'est pas à eux, il n'est pas en eux, c'est pas dans leur essence que ça cloche. Voilà, j'espère que c'est clair, mais je l'avais déjà dit un petit peu ça en cours. Et ça permet de discréditer facilement, avec les rhétoriques faciles, comme je vous ai dit tout à l'heure sur les grèves et tout, prise d'otages, saboteurs, terroristes. J'ai amené un exemple qui m'a bien fait marrer. J'ai pris ça dans une émission de radio, je crois que si je clique, ça devrait marcher. C'est l'exemple du plateau des Glières. Vous savez qu'en Haute-Savoie, les Glières, le maquis, c'était un moment incroyable. Il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques qui viennent se pavaner au moment des commémorations pour montrer leur solidarité avec les maquis contre l'occupant nazi, etc. Mais en fait, le traitement qui était fait sur le plan médiatique, il était, à l'époque, pas tout à fait le même. Je vous mets juste un petit extrait de ce qu'on pouvait entendre, notamment dans les débuts des séances de cinéma en 1943. Il me semble que cet extrait date de 1943. En Haute-Savoie, des opérations de police de grande envergure sont entreprises contre ceux qui faisaient régner sur la région une véritable terreur. Les patrouilles parcourent les rues. Les GMR ont établi de nombreux contrôles, là même où il y a peu de temps le banditisme régnait en maître.
60 meurtres par mois, 30 attentats quotidiens, telle était la moyenne. Les opérations se déroulent sans occasionner les effusions de sang souhaitées par les agents étrangers. Grâce à cette action énergique, la Haute-Savoie a retrouvé le calme. Alors voilà, même avant que... Les GMR, ici les GMR, c'était les milices de Vichy, hein, les GMR. Vous voyez, c'est-à-dire que à l'époque, les maquisards n'étaient pas considérés comme des gens très gentils, hein, c'était des terroristes. Hein. L'ANC était considéré, le mouvement de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 70-80, était considéré comme une structure terroriste. En fait, les terroristes des époques passées nous éclairent un peu sur le traitement qui sont faits de certaines luttes. Et la question que je me pose, c'est dans quelle mesure greffons-nous maintenant aujourd'hui le mot terroriste à des choses qui sont parfois très différentes et parfois dont certaines colères peuvent sembler être assez légitimes parfois, je dois avouer. Et je me demande des fois si moi j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? J'espère très franchement que je ne ferai pas des victimes qui ne sont pas en lien avec le problème directement. Mais quand on est acculé, je crois qu'arrive un moment où on n'est plus très discriminant. Bref, on a tendance à parfois parler sans vraiment se mettre à la place des gens. La lecture à rebours de l'histoire. Je voudrais vous faire toucher ce point. C'est un point qu'on a déjà vu sous le nom de raisonnement panglossien. Vous vous rappelez de ça, le raisonnement panglossien? L'idée de raisonner à rebours, de prendre d'abord une thèse, de la prendre pour acquise, puis raisonner à rebours en remontant vers cette thèse pour montrer qu'elle est vraie, en faisant généralement un biais de confirmation d'hypothèse, et on valide cette thèse comme vraie parce qu'on l'aime bien, et on aura tendance à évacuer tous les éléments qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on aimerait voir vrai. On a tendance à faire ça assez souvent. Je vous ai mis des exemples un peu mignons qui nous rappelleront les premiers cours qu'on a fait, notamment sur l'archéofiction et les théories des anciens astronautes. Vous savez, quand vous avez des images comme celle-ci, les statues de l'île de Pâques, là, comme ça, ou les géoglyphes de Nazca, vous savez, au Pérou, là, j'en ai parlé dans la Pampa Infierno. Généralement, dans les bouquins qui sont vendus et sur les chaînes YouTube un peu extraordinaires, on nous dit « Vous vous rendez compte, c'est impossible de réaliser cela à l'époque ». C'est complètement incroyable. Comment ils ont pu faire un truc pareil? C'est quand même dingue. Et là, hop, naissent des théories qui, généralement, les hypothèses, si vous voulez, elles étaient déjà là au préalable, c'est celles qu'ils avaient envie de voir vraies, mais ils trouvent caution pour justifier de techniques perdues, de civilisations disparues, de coups de main venus d'un dieu quelconque, ou des coups de main parfois même d'extraterrestres, ce qui est la version qu'on appelle la version du néo-évémérisme. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mais est-ce que c'est si impossible que ça à réaliser pour l'époque, vu qu'on est archi nul en histoire et qu'on ne distingue même pas les Aztèques des Mayas? Est-ce que vraiment on est certain que c'est impossible de réaliser les statues de l'île de Pâques? Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que les techniques de l'époque, de plein d'époques différentes, étaient assez étonnantes. Quand je vous rappelle qu'Archimède était capable de faire partir un navire entier sur la simple base d'un levier, ou quand je vous ai raconté, je crois, cette histoire de Héron d'Alexandrie qui, allumant 2 torches à l'entrée d'un temple, crée avec un système de sous-pression l'ouverture des portes du temple à 30 mètres plus loin. Et c'était il y a 2000 ans. Je dis, bon, mais pour déplacer des blocs de quelques tonnes, c'est pas très très compliqué. Et Wellington vous en a montré des exemples dans un film. Alors il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui-ci, c'est Léonard de Vinci, brillant personnage, et Jules Verne, brillant auteur, hein, que tout le monde connaît, que tout le monde a plus ou moins lu. Tout le monde se dit, mais ils sont extraordinaires ces gens, ils ont anticipé des choses qui allaient s'avérer être vraies plus tard, l'hélicoptère pour Léonard de Vinci, Jules Verne et le sous-marin par exemple, c'est extraordinaire. Donc, soit ce sont des génies, soit ce sont des surhumains, il y a eu même eu l'hypothèse que Léonard de Vinci soit un extraterrestre, j'ai trouvé ça dans un livre, ou des visionnaires, c'est des gens qui sont en avance sur leur temps, qui est une phrase qui m'a toujours un peu laissé perplexe, et s'il y a des philosophes parmi vous, ça leur rappellera peut-être Hegel, mais ça veut dire que c'est comme s'il y avait un temps pour chaque chose, mais il y en a qui sont en avance dessus, vous voyez, si vous voulez. En fait, qui c'est qui pose la base du temps par rapport auquel on les considère en avance? Bref, vous y réfléchirez si vous avez envie. Mais cette notion d'avance sur son temps me laisse tout à fait pantois. Et d'ailleurs, il suffit de pas grand-chose. Exemple qui a été fait avec un groupe d'étudiants. Contre-enquête sur Jules Verne. Jules Verne, il n'y a rien à dire sur Jules Verne, c'est un auteur. Et très bien. Beaucoup de gens écrivent, comme Guy Tarade, ouvrage que j'ai qui s'appelle Civilisation disparue, civilisation d'outre-espace, qu'on a au bureau. Il dit « Tout le monde s'accorde actuellement pour dire que Jules Verne est un extraordinaire voyant. Son œuvre renferme de nombreuses anticipations que le génie humain réalisa depuis l'homme dans l'espace, la conquête de la Lune, le sous-marin. Il avait tout prévu, tout deviné. » Quand vous êtes face à une phrase comme ça, hop, zététique et autodéfense intellectuelle, vous dites « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il a vraiment anticipé ?» Il faut 8 secondes sur un moteur de recherche
normal pour creuser un petit peu. 20 milieux sous les mers, vous datez, 1869, vous dites, bon, bah, c'est cool. Le sous-marin, c'est quand? Le premier, c'est Cornelius Drebbel, 1624. OK. Le Nautilus, ah ben, bon, la photo a été engloutie, je suis désolé. Il a été inventé, le Nautilus existait et a été inventé par Fulton. Il a été inventé en 1797, presque un siècle avant. Il n'invente rien, Jules Verne. Il prend dans le matériel de l'époque. Vous voyez, je vois qu'en ce moment, il y a le même biais qui est en train de se créer sur Hergé. Ceux qui lisent maintenant, on a marché sur la Lune et Objectif Lune, c'est putain, Hergé, il était balèze quand même, Tintin sur la Lune et tout, tu te rends compte, il était en avance sur son temps, le gars, puis les fusées ressemblaient à celles qu'ils ont utilisées après et tout. En fait, non, il raconte l'histoire, on est dans l'époque, juste dans l'époque, il prend le matériel contemporain, mais sauf que nous, avec le décalage dans le temps, on a du mal à se replacer avec les yeux de l'époque, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale de l'historien. Juger une époque avec les yeux de maintenant, qui sont souvent des yeux un peu myopes. Alors un autre exemple comme ça de lecture à rebours, c'est, j'ai pris un exemple vraiment à la con, hein. Vous savez qu'il y a eu une période où Anaximène, Anaxamandre, Anaxagore et Héraclite et Parménide et quelques-uns comme ça, ils s'engueulaient à savoir est-ce que le monde était fait d'eau ou de différentes concentrations d'air ou de feu ou un mélange des quatre, etc. Là, je vous ai mis une liste comme ça d'hypothèses, quoi. Tout est eau, feu, terre, mélangé, chewing-gum, chamallow, ce que vous voulez. Le temps passe et maintenant, on sait que tout est atome. Alors même si ce n'est pas le même mot que atome du temps de Lucrèce, par exemple, eh ben on se dit ah, vu que tout est atome, ça veut dire que donc Lucrèce était visionnaire, puisqu'il a anticipé les atomes. Sans être très regardant d'ailleurs sur ce que raconte Lucrèce dans le De Natura Rerum, où il explique ce qu'il voit lui comme atome, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on voit maintenant. Avec nos yeux de maintenant, on a tendance à être vraiment myope sur le passé. On a tendance à prêter même, attribuer des choses qui sont plutôt illégitimes. La meilleure manière de se représenter ce raisonnement panglossien, je crois que je vous l'ai déjà donné, c'est l'exemple que j'avais pris dans les Schtroumpfs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, je crois que c'est là-dedans. Il y a une page où il y a un Schtroumpf qui prend un arc, qui prend une flèche, il ferme les yeux, tac, il lance sa flèche, la flèche se plante dans un arbre, après il ouvre les yeux, il cherche sa flèche, puis il s'approche de la flèche et il dessine la cible autour de sa flèche. Et après il est content. C'est exactement ça un raisonnement panglossien. On a une thèse, et après, on ne fait que chercher des éléments qui viennent corroborer cette thèse. Et comme on a un cerveau qui n'aime pas la dissonance cognitive, on aura tendance à évacuer les éléments dissonants, vous vous rappelez le cours numéro 6, hein, et on aura tendance à prouver ce qu'on entend être vrai. Et en histoire, ça marche comme ça pour les négationnismes, par exemple. Vous avez une thèse qui est souhaitée, généralement c'est prêter une grosse attribution, je pense à... soit le plus marquant pour nous ici en France, les négationnistes, c'est les négationnistes autour de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il y a souvent une thèse de type antisémite qui est développée, et on se dit, ah, donc les Juifs ont tout fait pour pouvoir avoir un pays, donc on raisonne à rebours en essayant de montrer qu'en fait, ils ont rendu fallacieux tout ce qui a été lié à l'extermination systématique des Juifs. Et donc, ils vont avoir tendance à aller chercher à rebours les faits qui collent à leur hypothèse qui est souvent antisémite. Et vous avez des personnages que vous avez peut-être déjà croisés, hein, comme Bardèche, Carodi ou Forisson, que vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a été... son dernier fait d'armes, ça a été de monter sur la scène de Dieudonné. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Robert Forisson, présenté comme l'homme le plus infréquentable de France, même plus infréquentable que Dieudonné d'ailleurs lui-même, parce que c'est quelqu'un qui défend une lecture négationniste de la Deuxième Guerre mondiale. Les négationnismes fonctionnent comme ça, donc. Si vous voulez en savoir plus sur les négationnismes, il y a un très très bon livre de Valérie Higounet qui s'appelle « Histoire des négationnistes en France », publié en l'an 2000, qui est absolument bon, mais qui ne traite pas de la dernière période des 15 dernières années où le négationnisme a repris du poil de la bête, malheureusement. On aborde l'avant-dernier virage. L'avant-dernier virage, c'est ce que j'ai appelé dans cette catégorie un peu pompeuse, ethno-européano-christiano-patriarcocentrisme. Et je me suis dit que j'allais prendre le versant carte, parce qu'on ne parle pas beaucoup de géographie là-dedans, mais il faut savoir que la géographie a généralement été de la cartographie, une cartographie qui a été très souvent inféodée à des pouvoirs, parce que la cartographie, c'était l'art de la guerre, c'était les ressources, c'était l'accaparement des ressources. Et donc l'objet de la carte, c'était un enjeu diplomatique fort. Et donc les cartographes étaient des gens convoités, et parfois on tuait même pour empêcher de donner des données à d'autres empereurs, ou d'autres rois, ou d'autres princes. Alors pour la cartographie, juste vraiment avec des exemples très très simples.
Ici, par exemple, vous avez une projection qu'on appelle la projection de Mercator de la Terre, quoi, de notre planète aplatie. On vous rendez vite compte que si vous voulez aplatir un globe, ça va être compliqué, il y aura des coins où ça va se déchirer. Donc il a fallu trouver des représentations qui permettaient de ne pas déchirer la carte. Et en voici une, la projection de Mercator. Et elle respecte les angles. C'est-à-dire que si vous avez une carte comme ça et que vous partez avec un petit catamaran, vous avez des chances d'arriver là où vous voulez aller, avec quelques degrés de décalage. Hein. Mais vraiment, vous pouvez arriver au bon endroit. Par contre, depuis une vingtaine, 25 ans, 30 ans, des gens contestent cette carte comme étant une carte qui met faussement en valeur certains pays au détriment d'autres, et notamment les zones tempérées sont agrandies un peu artificiellement. Les zones notamment des États-Unis et de l'Europe sont fortement agrandies. La taille du Canada est démesurée, alors que l'Afrique, par exemple, ou l'Amérique du Sud, sont très rétrécies, sont tassées, si vous voulez. Et leurs aires ne sont pas respectées dessus, ce qui a fait que certains ont dit que la projection de Mercator, en fait, était une projection qu'affectionnaient particulièrement les gens conservateurs, et qu'il faudrait retourner vers une autre projection, celle de Gall Peters, peut-être vous l'avez déjà vue. Gall Peters, elle est ici, elle respecte les aires, pas les angles. Si vous partez faire de la voile avec ça, vous ne trouverez jamais votre port, ça c'est sûr. Mais par contre, ça respecte. Alors j'en ai amené quelques-unes ici, je vous laisserai regarder. Si je les tiens, vous n'entendrez plus le micro, tant pis, mais je vous les montre parce que j'ai eu un mal fou à me les procurer. C'est des cartes qui sont réalisées par des États-Unis, vachement sympa. La boîte s'appelle ODT Maps. Et ils sont géniaux, ils font plein de trucs comme ça qui sont un peu subversifs, notamment sur les cartes. Donc voici une carte de projection de Gall Peters, et comme vous pouvez le voir, le Canada n'est pas aussi grand que ce qu'on pensait, l'Afrique par contre, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'on pense, quoi. Et donc ça crée parfois des distorsions dans nos représentations. Voilà, ça c'est un exemple. Exemple de Gall Peters, mais il y en aurait bien d'autres. D'ailleurs, des représentations en tant que telles, il y en a plein d'autres. Là, je vous ai mis le dim action, qui est une façon de présenter aussi le monde, un petit peu différente. Elle respecte les aires et les angles, mais par contre, c'est un peu bordélique pour se la trimballer sous le bras, vous voyez, parce qu'elle est toute découpée. Mais ça fait comme un origami géant. Mais vous pourriez contester certaines normes implicites dans les cartes. Par exemple, on pourrait centrer non plus sur Greenwich comme on le fait, c'est-à-dire sur notre gueule, en fait, sur notre propre front. Hein. On pourrait centrer sur la ligne de changement de jour, qui d'ailleurs elle-même est aussi arbitraire quand on y réfléchit. Hein. Et là, ça donne des cartes comme celle-ci, par exemple, vous voyez, qui sont décentrées. Alors là, on cherche, on se dit, mais on est où, nous? Et en fait, c'est tout de suite un peu plus désagréable. On se dit, tiens, je suis dans un coin là-haut. Alors que d'habitude, je suis plutôt au centre et ça me satisfait. Mais là où c'est le plus perturbant, c'est ce genre de carte. Inversion nord-sud. Là, j'en ai une, de ODT Maps, toujours, qui est absolument géniale, quoi. Et elle est inversée complet. Et on met un moment à se retrouver quand même dessus. On se dit, mais... Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'inverser le nord et le sud? Aucun en soi. C'est juste de se dire, en fait, il y a des conventions et qu'on pourrait de temps en temps les bousculer. Ça nous crée une sorte d'hygiène mentale, quoi. Ça ne va pas de soi. Les noms des océans ne vont pas de soi, les noms des pays ne vont pas de soi, les noms des continents ne vont pas de soi, les représentations cartographiques ne vont pas de soi. Voilà, donc je vous ai mis quelques exemples. Je vous en ai mis un, là, juste après. C'est sur la charte graphique en tant que telle, qui est bouleversée. Moi, elle m'avait fait un choc. Je ne sais pas si ça va le faire pour vous, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, incroyable. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas s'il y a assez de lumière ou trop, je ne sais pas, mais on a pris comme couleur la couleur de la mer pour représenter les terres, et on représente comme des terres le reste, quoi. Moi, ça m'avait mis une espèce de baffe, quoi. Ça m'avait vraiment stupéfait. Et je me rappelle de cette claque aussi que le monde diplomatique avait produit en faisant cette carte de l'archipel de Palestine orientale, en représentant non plus les zones de la Palestine, vous savez, qui est un pays plutôt malmené, si j'ose dire, le représenter sous forme d'archipel, ça donne une dimension un petit peu différente de ce qui leur arrive. Voilà, je vous laisserai méditer sur ça. Cette carte est à vendre d'ailleurs sur le site du Monde diplomatique, ça doit coûter 10 balles, hein, je pense, ça ne doit pas être très cher. Parfois, les représentations ont été beaucoup plus fortement marquées d'idéologie, et notamment d'idéologie religieuse. J'ai plein d'exemples, et j'ai un étudiant là, qui bosse dessus, qui s'appelle Titouan, et qui en a trouvé plein. Mais en voici un, je vous en donne que quelques-uns comme ça à la volée. Là, c'est les cartes de Toscanelli, une des cartes de Toscanelli. Le centrage est assez proche de Jérusalem. Vous avez une sorte de croix un peu au milieu qui est implicite. Vous avez une représentation assez christique, implicite dans la représentation du monde. Parfois, ça va encore plus loin. Voici une carte qui est célèbre pour être la première carte 3D qui ait jamais existé. C'est ce qu'on appelle la carte en poire ou la carte en forme de sein de Christophe Colomb. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez de la 3D. Il faut voir ça comme une bosse. Et alors, pourquoi il y a de la 3D là? Et bien, la réponse est qu'en se promenant
le long des côtes, là. Un jour, il s'est retrouvé au large du Venezuela, enfin, ce qui ne s'appelait pas le Venezuela à l'époque d'ailleurs, et le fleuve Orénoque balance une telle quantité d'eau saumâtre loin dans la mer, il s'est dit, un fleuve aussi puissant, forcément, c'est un des grands fleuves du paradis tel qu'il est décrit dans la Bible. Donc si on remontait ce fleuve, ce que je ne peux pas faire maintenant parce que je suis occupé et qu'on n'est pas très nombreux, si on pouvait remonter jusqu'à la source, il est fort probable qu'on trouverait le paradis. Et donc, je ne sais pas où il est parce que je ne l'ai pas trouvé, mais je pense qu'il est au bout de l'Orénoque et il a situé le paradis là. Donc vous avez une carte du paradis là. C'est classe, hein. C'était il y a 500 ans. Ça faisait partie des choses pensables encore à l'époque. Et d'ailleurs, une anecdote, pendant très longtemps, je dirais pendant presque 80 ans, la plupart des officiels des pays européens ont refusé de donner à l'Amérique une continuité continentale. On avait découvert, je sais pas, Terre-Neuve en haut, Cuba, tout ça, on voyait à peu près, Venezuela et tout. La plupart des marins postulaient l'existence d'un continent continu, mais les offices, et notamment les offices religieuses, refusaient ça. Vous avez une idée de pourquoi ? Moi, j'aurais jamais trouvé tout seul. Il a fallu que 2 auteurs historiens me découpent ça en long et en large pour que je comprenne qu'en fait, l'Église était très rétive à l'idée de cette découverte d'un nouveau continent pour une raison qui est hyper simple. C'est que dans la Bible, il est écrit, dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il y a un continent par fils de Noé. Et il y a 3 fils de Noé, il y a Cham, Seth et Japheth. Voilà. Mais alors, si vous trouvez un 4e continent, à qui on le donne, vu qu'il n'est pas dans le texte ? Donc ça ne peut pas aller, il ne peut pas y avoir de 4e continent. Et donc l'Église défendait une hypothèse qu'on appelait l'hypothèse insulaire, c'est-à-dire un ensemble d'îles, d'agglomérats d'îles. Et il a fallu attendre presque 100 ans pour qu'ils reconnaissent, bon ok d'accord, on n'a pas de fils de Noé à qui donner ce continent, mais n'empêche qu'il est légitime maintenant de penser que c'en est un. Il y a des enjeux, hein. Il y a des enjeux qui sont un peu, on peut dire, grotesques maintenant avec notre vision à nous. Ça fait tout de suite moins rire quand vous pensez aux îles, j'oublie à chaque fois leur nom, là. Vous savez, les îles qui font conflit entre la Chine et le Japon. D'ailleurs, ils sont fâchés si vous présentez le nom chinois en premier, les îles Senkaku, Chaoyuyu, je crois. Mais si vous dites dans l'autre sens, c'est les autres qui sont fâchés, alors on ne sait jamais trop quoi faire avec ça. Et c'est un petit îlot qui a l'air de rien, mais qui en fait, au travers de cet îlot, il y a un enjeu national fort, il y a des revendications identitaires fortes, et puis il y a surtout une zone commerciale et une zone de pêche monstrueuse. Et donc ils se fritent là-dessus, au point même de manquer de se faire la guerre, et il n'y a pas si longtemps que ça encore. Mais même en France, sans aller très loin, voici la carte de France, avec nos petites régions. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça, c'était la carte de France en 2015, parce qu'en 2016, elle est comme ça. Tac. Et il s'en est fallu des tractations pour savoir quel nom donner à... Vous voyez, quel nom donner à... Est-ce que Grand Est, est-ce que c'est bien ? Parce qu'en fait, ça fait disparaître Champagne, et le Champagne, et les intérêts commerciaux. Alors quand même, on peut quand même pas faire disparaître Champagne. Alors, tout le monde s'est pris la tête là-dessus. Bourgogne, c'était pareil. Dans quelle mesure on noie une identité et des identités parfois commerciales au travers de choix de régions et de découpage de régions qui sont plus ou moins arbitraires. Vous notez que Pays de la Loire, par exemple, et Bretagne, enfin, ça a été longtemps indécis, cette histoire, et à mon avis, ça risque de changer encore. Après, même sans passer sur les régions, vous pouvez regarder ne serait-ce qu'une carte comme celle-ci, qui date de 1941, cette carte. Je l'avais dans un bouquin chez mes parents, parce que mes parents habitent là, juste là. Là où le vin est le moins bon, c'est là. Tac. Là. Partout c'est bon, sauf là, pas de bol. Et cette carte-là, c'est une carte de Charente inférieure. La Charente inférieure n'existe plus. Maintenant, on dit la Charente-Maritime. Et alors, je me suis dit, tiens, mais pourquoi on ne dit plus Charente inférieure ? Eh bien, j'ai retrouvé les comptes rendus des exposés des députés charentais qui gueulaient et qui disaient on refuse d'être considérés comme des Charentais inférieurs, parce qu'on connaît des gens de la Charente à côté et ils ne sont certainement pas supérieurs à nous. Donc, on refuse de s'appeler inférieur. Vous voyez le niveau du débat, quoi. Et en fait, parce qu'on disait inférieur, parce qu'en fait, c'était l'écoulement de la rivière, tout simplement. Et il y avait la Charente, puis la Charente, c'est une rivière, et elle coule, et puis inférieure, elle arrive à la mer, quoi. Et donc, ils se sont battus pour changer de nom. Donc, de fait, maintenant, ça s'appelle la Charente-Maritime. Mais c'est pareil pour la Seine inférieure, qui est devenue la Seine-Maritime. La Loire-Atlantique, c'est pareil. Les Basses-Pyrénées sont devenues Pyrénées-Atlantiques. C'est quand même être bas, c'est pas bien. Vous voyez ? Et je comprends ce point de vue, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis que c'est marrant. Même les noms de régions et des choses qui nous paraissent acquises depuis toujours, les noms de départements, sont parfois susceptibles de changer. Nous, on s'appelle l'Isère, mais qui nous dit que dans 100 ans, on s'appellera l'Isère encore ? On n'en sait rien. Les Basalpes. Alors, il reste encore quelques pays rétifs à ça. Je pense par exemple au Bas-Rhin. Ça n'a pas l'air de leur poser problème, le Bas-Rhin. Pourtant, le Bas-Rhin, rien que de le dire, ça me fait rire, mais...
Mais bon, voilà, j'habite dans le Bas-Rhin. Restent encore les départements de Haute et Basse-Normandie aussi, j'ai oublié de le dire. Voilà. Et des fois, ça vire même au cocasse, mais ça vire au cocasse, ça nous fait rire à nous, mais ça fait pas rire les diplomates. Par exemple, là, vous connaissez ce drapeau. Je pense que tout le monde reconnaît le drapeau de l'ONU. Eh bien non, le drapeau de l'ONU, c'est celui de gauche. Celui de droite, c'était celui de l'année d'avant. Pourquoi ? Parce qu'en avril 1945, ça a été le premier drapeau, et là, tous les Européens ont gueulé. Pourquoi ? Parce que c'était pas centré sur l'Europe, c'était centré sur les États-Unis, alors ils n'étaient pas contents, alors ils ont fait changer le drapeau. Et ça a été le fruit d'une longue négociation. Même une carte sur un drapeau a un enjeu parfois idéologique marqué.